Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Je suis très heureux de vous retrouver après une bonne période de pause. Je vais maintenant pouvoir recommencer à vous faire de nouvelles vidéos. Alors je suis ravi d'avoir reçu de nombreux commentaires, de nombreux messages de votre part, avec souvent beaucoup de questions d'ailleurs sur les vaccins. C'est un sujet qui vous inquiète beaucoup, qui vous préoccupe beaucoup. Donc je vais essayer de faire du contenu prochainement sur ce sujet. Et aujourd'hui, on va parler de la fatigue chronique, plus précisément du syndrome de fatigue chronique qu'on appelle encore encéphalomyélite myalgique. Alors ce syndrome, ce n'est pas la fatigue chronique qu'on pourrait expliquer avec des carences nutritionnelles, avec de l'hypothyroïdie, avec un burn-out, une situation où les glandes surrénales arrêtent de produire du cortisol comme elles devraient le faire en temps normal. Voilà, on n'est pas sur des choses où on peut avoir une cause entre guillemets assez facile à trouver. Là, on est sur quelque chose de beaucoup plus profond. On ne peut pas non plus incriminer le burn-out avec le surmenage professionnel ou familial, ou encore le surmenage physique avec trop d'activité physique. On est dans un contexte qui est donc différent. Alors c'est quoi ce contexte différent? C'est qu'on est dans une situation déjà où on est en état de fatigue. La fatigue est présente en permanence sans que nous ayons d'explication réelle. Pas de surmenage particulier, pas de choses majeures, pas de changements majeurs dernièrement. Donc on a un déclenchement de cet état de fatigue qui s'installe, parfois de manière très visible, parfois de manière sournoise. Et ensuite, cet état de fatigue s'installe, grandit et puis après reste très présent pendant des mois, pendant des années. Cet état de fatigue, au-delà de ne pas être identifiable facilement, ne peut pas être contré d'une manière assez simple, juste en apportant un peu de suppléments alimentaires, vitamines ou minéraux, ou encore en résolvant un problème de surmenage, c'est-à-dire avec plus de repos. Donc souvent ce n'est pas suffisant pour que ça s'atténue. Alors on parle aussi de situation qui est différente d'une maladie, c'est-à-dire que quand on est malade, le fait de se sentir fatigué, de se sentir faible est une chose qui est normale. Tout simplement, c'est la répartition énergétique dans notre corps qui, au lieu d'être projetée plus vers l'extérieur dans notre quotidien et vers l'intérieur la nuit, à ce moment-là, va être projetée vers l'intérieur la nuit, mais vers l'intérieur aussi la journée. Ce qui fait qu'on aura tendance à se sentir plus faible. C'est normal. Mais quand on améliore le terrain, quand on améliore les choses, avec moins de surcharge, dans ce genre de situation, avec les maladies, on va avoir une situation de faiblesse ou de fatigue qui peut parfois perdurer un certain temps, même des fois s'accroître temporairement. Mais au bout d'un moment, ça commence à revenir. On commence à se sentir moins lourd, moins fatigué, c'est plus facile de fonctionner. Là, ce n'est pas forcément le cas. On peut se reposer plus et on a toujours ces difficultés. Ce qui fait que le deuxième élément, au-delà de la fatigue qui devient chronique, le deuxième élément qu'on fait apparaître souvent ici, c'est que le sommeil, la récupération, n'est pas réparatrice. On peut se reposer 10, 12 heures, 15 heures par jour, on ne récupère pas, on se sent toujours aussi fatigué. Et ça, c'est une chose qui n'est pas normale. Un autre élément important ici, c'est le fait que l'on va avoir aussi une forme d'intolérance à l'effort. C'est-à-dire on va se retrouver dans un contexte où dès qu'on fait un effort, une activité physique, on est très vite limité. Pourtant sans faire des choses extraordinaires. En faisant une intensité assez faible à moyenne, on est très vite limité. Donc là on est dans quelque chose où les voies métaboliques de production d'énergie, de recyclage des déchets ne fonctionnent plus. Et en plus d'être très limité, on ressent le contre-coup très fortement. Quand on arrête l'effort, tout de suite on prend le contre-coup de plein fouet avec cette sensation de grande faiblesse, voire complètement de blocage avec limite des malaises qui peuvent apparaître carrément. Et donc on est dans un contexte où on va être bloqué. Alors on va subir l'inversion énergétique parce qu'une fois qu'on est dans une voie métabolique où le corps est tout de suite limité, les déchets s'accumulent. Et le problème quand les déchets s'accumulent, il va falloir après les gérer. Et donc à ce moment-là, on a cette inversion énergétique très forte, un peu comme si on était dans une situation d'intoxication. Vous avez une intoxication alimentaire, derrière vous allez vous sentir très faible, votre corps va devoir gérer cette situation. Mais là vous faites un effort physique, certes limité, mais qui sature déjà votre corps en très peu de temps. Derrière vous arrêtez, vous sentez le contre-coup tout de suite qui apparaît parce que votre corps doit se mettre dans cette dynamique de récupération.
Donc ça fait partie des éléments importants de ce syndrome, le fait d'être fatigué, le fait d'être dans cette situation d'intolérance à l'effort, d'être très mal pendant l'effort et encore plus après, le fait de ne pas arriver à récupérer, et également le fait que ça touche la sphère neuronale, c'est-à-dire que vous avez un impact sur votre système nerveux, sur votre cognition, votre capacité à vous concentrer, à mémoriser, entre autres. Et donc cela va impacter, bien sûr, de manière très importante votre quotidien. Donc ça, c'est ce qu'on peut caractériser comme étant l'état du syndrome de fatigue chronique, ou encore donc l'encéphalomyélite myalgique. Concrètement, qu'est-ce qu'on va retrouver ici? On retrouve des perturbations au niveau des voies métaboliques, au niveau de l'activité des muscles. Donc souvent, il y a des perturbations au niveau des mitochondries. On retrouve des perturbations ou des difficultés à gérer les déchets. Donc il y a des perturbations métaboliques au niveau des voies de traitement de certains toxiques. On a des perturbations au niveau de la communication neuronale avec les neurotransmetteurs. Donc on a un certain nombre de paramètres qui sont problématiques. Néanmoins, il n'y a pas de marqueur biologique, si vous faites une prise de sang, qui va nous permettre de dire vous êtes concerné par ce syndrome. Alors, comment est-ce qu'on peut essayer de comprendre ce trouble? On va regarder un peu vers l'intestin. Moi, je vous parle beaucoup de l'intestin parce que je considère que la plupart des maladies, la plupart des troubles naissent dans l'intestin. Même s'il y a un facteur lié à l'émotionnel qui est important, mais comme il y a des voies de communication très fortes entre notre cerveau et notre ventre, il y a des choses qui vont se développer inévitablement dans l'intestin. Alors une des choses qu'on a pu remarquer, c'est que beaucoup de personnes qui sont concernées par ce syndrome ont des problèmes avec un intestin irrité. On vous parle du syndrome de l'intestin irrité. Donc on a souvent les deux qui sont associés. Alors grande question, c'est est-ce que c'est ce problème de fatigue chronique qui crée ce syndrome d'intestin irritable, qui aboutit à ce désagrément, ou est-ce que c'est l'inverse? Est-ce que c'est à partir de ce problème d'intestin qu'on va avoir ce syndrome qui s'installe? En fait, les deux pourraient apparaître, parce que c'est vrai que quand on est fatigué, on va digérer moins bien, et donc en digérant moins bien, on va impacter inévitablement l'intestin. Mais le plus souvent, ça part de l'intestin, d'une manière sournoise, d'une manière subtile, et ça s'installe avec des troubles qui deviennent visibles. Donc pour moi, ça part de là. Et pour le comprendre, on va aller voir un peu plus loin. On ne va pas s'arrêter juste à cet inconfort, parce que quand on parle de syndrome de l'intestin irritable, là c'est un syndrome qui ne concerne pas forcément toutes les personnes ayant le syndrome de fatigue chronique. Par contre, vous pouvez avoir ce syndrome de fatigue chronique, avoir déjà des problèmes au niveau du ventre, de l'intestin, mais sans forcément être au stade de l'intestin irrité. Et de cette manière-là, je considère que ça part de l'intestin. Donc si vous avez cette situation qui est là et des gros problèmes au niveau du ventre, je ne vous dis pas que vous êtes concerné par ce syndrome, mais le lien déjà entre vos problèmes et votre ventre peuvent être déjà assez perceptibles. Maintenant, en allant un petit peu plus loin, on a pu identifier, même si on nous dit qu'il n'y a pas de marqueur biologique, on a pu identifier quand même des choses au niveau du microbiote intestinal. Et ça, c'est intéressant. Ça veut dire qu'au niveau du microbiote intestinal, on a pu voir que certaines bactéries étaient trop présentes et d'autres trop peu présentes. Alors ce ne sont pas forcément toujours les mêmes chez toutes les personnes qui ont ce syndrome de fatigue chronique. Par contre, ce qui a été clairement observé, c'est que toutes les personnes qui sont concernées par ça, dans les personnes qui ont été étudiées, ont un problème de dysbiose assez marqué. Donc là, on commence à voir un lien avec l'intestin, c'est-à-dire que l'intestin peut avoir un contrôle sur nos voies métaboliques, sur notre capacité à drainer, donc métabolique au niveau d'énergie, au niveau des toxiques, pour les capturer, les drainer, les éliminer efficacement, et également au niveau des voies de communication. Donc ça c'est intéressant puisque nos bactéries vont pouvoir communiquer avec notre cerveau par l'axe intestin-cerveau, c'est-à-dire que nos bactéries vont produire des neurotransmetteurs, l'environnement interne de l'intestin va avoir une influence sur ce qui se passe sur notre système nerveux entérique, notre deuxième cerveau, le cerveau de notre ventre, et va communiquer avec beaucoup d'informations qui vont remonter jusqu'à notre cerveau. Et de cette manière-là, nous allons avoir donc une réponse de notre cerveau à cette situation. Donc là, ça devient beaucoup plus cohérent, on commence à voir les liens se tisser
entre ce problème qui paraît insoluble, inconnu, sans avoir d'éléments à surveiller. Et là, on commence à voir qu'il y a des choses qui se dessinent. Alors, sans qu'il y ait toujours les mêmes bactéries qui soient présentes ou trop faiblement présentes, donc excessivement présentes ou trop faiblement présentes, on va retrouver certaines tendances. Il y a certaines catégories de bactéries qui, souvent, baissent. C'est le cas pour Faecalibacterium. Donc, par exemple, il y a Faecalibacterium prosnitzi, qui est une bactérie très importante pour notre ventre, pour notre intestin, très importante en termes de quantité, mais également très importante en termes de fonction. Elle joue un rôle anti-inflammatoire et participe à différentes fonctions au niveau de notre intestin, donc en interaction avec notre corps. Également, nous avons la famille des Roseburia, également qui a tendance à baisser. Nous avons les Dorea, si je ne me trompe pas, et les Coprococcus, également, qui ont tendance à diminuer. Et à l'inverse, nous avons les Clostridium, qui ont tendance à prendre plus de place, les Coprobacillus également. Ça veut dire que nous avons un déséquilibre qui se crée au niveau de notre intestin. Et ce déséquilibre va avoir des répercussions sur nos voies métaboliques et également sur notre système nerveux, donc nos voies de communication. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Là, il va falloir agir sur l'intestin. Parce que si on a un problème qui part de l'intestin, il faut essayer d'agir sur l'intestin pour corriger ce problème de terrain. Si on veut travailler le terrain, comme on parle de l'intestin, on parle du ventre, on parle de digestion. Donc la digestion, je vous en parle avec souvent l'importance de la mastication. Si on mastique plus, on va aider notre corps à mieux digérer derrière. Donc ça peut être un moyen, si vous avez tendance à mastiquer assez peu, à manger assez vite, à aider votre corps à mieux supporter les choses grâce à la mastication. Il y a également le fait de manger un peu moins. Si vous avez tendance à manger pas mal, parce que vous êtes attiré pas mal par les aliments, par certains aliments, peut-être les glucides, on peut essayer de réduire. Donc réduire, ça peut être de passer par du jeûne intermittent, mais ça peut être aussi de réduire sur un repas ou sur plusieurs repas de la journée, vous réduisez un peu les quantités. Ça peut être un moyen également de calmer le joug. Là encore, il faut être cohérent. Ça ne doit pas vous amener à perdre excessivement du poids si vous êtes déjà bas. Donc il faut organiser les choses de manière cohérente. Une autre chose qui va être importante et dont je vous parle très régulièrement, ce sont les combinaisons alimentaires, les associations alimentaires favorables. Si vous avez des mélanges alimentaires qui sont trop compliqués sur votre digestion, ça va être problématique. Déjà, vous êtes en état de fatigue. Au niveau musculaire, c'est compliqué. Votre système digestif, ce sont des muscles. Alors, il n'y a pas que des muscles, bien évidemment, mais il y a une intervention musculaire. Vous allez avoir plus de faiblesse, plus de difficultés à fonctionner au niveau digestif. Par conséquent, jouer sur les associations alimentaires ou combinaisons alimentaires favorables va pouvoir vous soulager. Là encore, ça ne va pas tout résoudre, mais ça va aider à ce que la digestion se passe mieux. Et si elle se passe mieux derrière, ça va commencer à soulager l'intestin. Donc les combinaisons alimentaires, associations alimentaires favorables, c'est la manière d'articuler votre alimentation sur chaque repas, sur la journée, de sorte que les repas soient plus faciles à digérer. Vous allez faire les mélanges qui sont plus faciles, plus simples à gérer par votre système digestif. Vous allez par exemple éviter le sucré en fin de repas, ou encore éviter de mélanger deux aliments concentrés sur un même repas. Si vous mangez des pâtes ou du riz, vous allez peut-être éviter de mettre de la viande en même temps. Vous allez mettre plutôt des légumes. Également, ce qu'il est possible de faire, là on sort du contexte digestif à proprement parler, c'est de faire attention aux sensibilités alimentaires. Car il est probable que vous en ayez. Dans un contexte comme le syndrome de fatigue chronique, avec souvent des perturbations donc, sur l'intestin qui sont déjà présentes de manière juste un peu gênante ou des fois très significative, il y a souvent des perturbations au niveau de l'état de la muqueuse intestinale qui peut être plus ou moins inflammée et qui peut être poreuse avec souvent des sensibilités alimentaires. Si vous avez ce genre de choses, il va falloir agir dessus. Parce que sans agir dessus, vous pouvez déjà commencer à soulager votre corps, mais entretenir les désagréments sur l'intestin. Et comme votre intestin va jouer un rôle avec la communication au niveau de votre cerveau, ça peut entretenir le problème. Donc bien évidemment, ça peut être important de soulager cet axe-là, où on n'est plus sur la digestion, mais on est sur quelque chose qui peut encore
encombrer, affecter votre intestin et bien sûr affecter, surcharger également votre foie. Et dans le contexte du syndrome de fatigue chronique, il y a souvent des voies d'élimination de traitements métaboliques de toxiques qui ont du mal à se réaliser. Forcément, si vous surchargez votre corps régulièrement avec ces toxiques, ça pose problème. Maintenant, pour aller plus loin, on peut avoir aussi des perturbations intestinales qui sont favorisées par les antibiotiques. Donc tout ce qui peut altérer et perturber votre microbiote avec trop de chlore, dans l'eau par exemple, avec trop d'antibiotiques, dans l'alimentation souvent, mais éventuellement par des traitements antibiotiques, avec également des pesticides. Le glyphosate peut poser des problèmes au niveau du microbiote intestinal par exemple. Donc toutes ces choses-là, si on peut les soulager, ce sera toujours le bienvenu. Si ça ne marche pas, si on n'a pas la possibilité de le faire, on va essayer de faire avec les autres axes d'action. Mais si on peut agir en plus là-dessus, ce sera quelque chose de supplémentaire pour vous soutenir. On va pouvoir jouer aussi sur le côté symptomatique. Donc là, je vous ai parlé de suppléments alimentaires pour les micronutriments, vitamines, minéraux pour lesquels vous pouvez être en déficit. Mais on peut aussi agir sur les voies, on va dire, métaboliques et de communication. Alors sur les voies métaboliques, il faut savoir que les mitochondries qui peuvent être affectées vont recevoir les nutriments à transformer en énergie, en ATP, et pour faire cela, il faut de l'oxygène, il faut des électrons pour faire des réactions d'oxydoréduction, et on va finir par sortir de l'énergie. Si vous en sortez trop peu, vous allez être très vite limité, parce que la mitochondrie ne pourra pas produire assez d'énergie, et à ce moment-là, vous allez saturer en toxines beaucoup plus vite. Le problème, c'est que les mitochondries vont fonctionner avec certaines vitamines, certains minéraux, mais qu'on peut aussi essayer d'apporter, de faciliter l'exploitation de l'oxygène par les mitochondries. Donc là, je vais vous parler d'un produit dont je ne vous parle pas d'habitude, mais qui peut avoir son intérêt ici. C'est le bleu de méthylène. Le bleu de méthylène peut aider à renforcer la fonction mitochondriale et peut avoir des effets aussi très intéressants au niveau neurologique. Donc ça, c'est une perspective qui peut être exploitée, en tout cas explorée au moins, dans ce genre de situation. Toujours au niveau symptomatique, on peut également regarder ce qui peut aider à stabiliser, à renforcer un petit peu les voies de communication au niveau du système nerveux. Sérotonine, dopamine, GABA, mais il peut y en avoir d'autres, ce sont des neurotransmetteurs. Et ces neurotransmetteurs, ce sont eux qui permettent à votre système nerveux de communiquer, et donc qui vont vous permettre de vous concentrer, de mémoriser, de faire tout un tas de choses. Dans ce genre de situation, vous avez déjà une fragilité, parce que la communication est perturbée. Donc à ce moment-là, tout ce qui peut essayer de maintenir assez stable vos neurotransmetteurs sera positif. Par exemple, si le matin, où vous êtes plus normalement sur de la dopamine, si vous commencez à manger du sucre, à manger des glucides, vous allez commencer à faire le yo-yo et ça va être une catastrophe. Donc il faudra peut-être éviter les glucides le matin. Soit être en jeûne intermittent, soit consommer que des protéines le matin ou que des légumes, ou protéines plus légumes, ou du gras peut-être si vous mangez de l'avocat, ou des amandes, ou du gras plus des légumes. En tout cas, d'être sur une alimentation qui soit peut-être sans glucides ou avec le moins de glucides possible le matin. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être assez positif, assez intéressant dans ce contexte également. Donc on peut essayer de jouer là-dessus. Certaines plantes peuvent peut-être aussi vous aider au niveau des neurotransmetteurs à les maintenir plus stables. Donc selon ce dont vous avez besoin, ça peut être peut-être d'agir plus sur la dopamine ou plus sur la sérotonine. Le but, c'est de voir, de tester ce dont vous avez besoin. Donc sur la dopamine, on peut avoir des choses comme Bacopa, comme Mucuna. Il y a différents neurotransmetteurs qui peuvent aider. Sur la sérotonine, ça peut être le safran par exemple qui peut aider. Il peut y avoir aussi des plantes adaptogènes. Le but, c'est pas que je vous dise telle plante va être parfaite, parce que si je vous dis ça, il y en a qui vont la tester, ils vont me dire c'est génial, et d'autres qui vont me dire ah mais moi c'est une catastrophe. Le problème, c'est ce que je vous ai expliqué, c'est que vous n'avez pas tous le même microbiote. Le microbiote est certes déséquilibré chez tout le monde, concerné par ce syndrome de fatigue chronique, mais pas avec les mêmes déséquilibres. Donc chez certaines personnes, telle plante va bien fonctionner, alors que chez une autre, ça va être une catastrophe, en tout cas ça sera défavorable. Une dernière chose également qu'on peut tester, puisqu'on est sur le microbiote intestinal, il va peut-être falloir apporter des prébiotiques ou des probiotiques.
Il faut savoir que les bactéries qui peuvent manquer ne sont pas forcément disponibles en probiotiques. Donc on va devoir essayer de les soutenir. Les soutenir, ça peut être avec certains aliments prébiotiques qui peuvent aider, donc des fibres alimentaires ou certains antioxydants par exemple, ou certaines vitamines, certains éléments qui peuvent soutenir ces bactéries. Par exemple, Faecalibacterium prosnitzi, dont je vous ai parlé, adore le jeûne. Donc c'est une bactérie qui peut être très bien soutenue par le fait de vous mettre déjà en jeûne intermittent ou de faire des jeûnes courts. Également, dernière chose, la détox. Certaines personnes me disent, est-ce qu'il faut faire de la détox avec ce syndrome? Alors, vous pouvez en faire. Le problème, c'est que vous risquez d'être encore plus affaibli, encore plus mal. Alors, il va falloir y aller en douceur. Mais vous pouvez faire de la détox. Ça peut vous faire du bien. Il faut savoir que vous êtes limité sur certaines voies d'élimination. Donc, il y a certains types de toxiques que vous allez avoir plus de mal à éliminer. Donc, dans ce sens, bien évidemment, de faire de la détox, d'aider votre corps à être moins en surcharge au niveau de ces toxines, ça vous aidera à améliorer votre état général. Mais comme ça vient quand même de l'intestin, il faut savoir que la détox, si vous faites même du jeûne, vous pouvez sortir d'un jeûne avec une amélioration générale au niveau de l'état de vos tissus, avec toujours cet état de fatigue chronique s'il est contrôlé par l'état intestinal. C'est pour cette raison que la détox, je ne vous en parle pas de manière majeure ici, ça peut être plus un soutien qui peut venir avec ce travail pour aider votre corps à récupérer un petit peu plus, à drainer un peu plus, mais ce n'est pas quelque chose qui sera le plus important à mettre en place en priorité. Il faut penser à son intestin d'abord ici. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu, qu'elle va vous aider, et puis je vous souhaite un bon dimanche et on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Bye!